à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le lundi 3 juin 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous, les écrans qui font partie intégrante de notre vie. Nous les adultes, mais surtout nos enfants, qu'on appelle aussi les digital natives, nés avec cette technologie qui est censée être une innovation, mais mal utilisée, c'est une source de plusieurs problèmes. Alors des répercussions sur l'attention, sur le langage, la mémoire, le sommeil, et la liste est encore bien longue. Si on devait tout énumérer, on n'en finirait pas, ça prendrait des jours et des jours. Alors comment l'exposition des écrans affecte-t-elle le développement de nos petits bambins? Comment gérer les écrans pendant les vacances? Parce que c'est les vacances pour certaines classes, pour d'autres c'est les examens. Donc ça va venir, c'est bientôt les vacances, ça va être compliqué un peu de gérer les vacances et les écrans. Et on en parle justement avec nos spécialistes et avec vous aujourd'hui dans l'émission. Donc si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Karim Nate Medjani. Vous êtes à l'initiative de la création de l'association PERPA. Bonjour, merci pour avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour cette invitation qui j'espère va aider beaucoup de gens. Et vraiment, vous êtes toujours actifs, toujours présentes pour essayer d'aider la famille et nos enfants, Inch'Allah, l'Algérie, puisque l'association l'a nommée PERPA. PERPA, pourquoi justement? Alors, PERPA, ce sont des initiales. PE pour protection de l'enfance, contre la surexposition aux écrans, aux sons électroniques, à la mauvaise alimentation. L'autre P, PER, c'est recommandation de saines habitudes de vie, de la fécondation, voire avant, jusqu'à 27 ans. C'est les 10 000 premiers jours de la vie, on expliquera pourquoi. Ensuite, l'autre P, c'est prévention contre les facteurs de risque de mort prématurée évitable et de troubles neurodéveloppementaux. Ensuite, il y a 2A pour en Algérie et en Afrique, parce qu'on va faire ça dans toute l'Afrique. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, merci. Et avec nous aussi, Monsieur Amir Zakaria, vous êtes orthophoniste, praticien, directeur du centre psychopédagogique des enfants à besoins spécifiques et des autistes à Gherdaya. Bonjour. Et merci d'avoir fait le trajet de Gherdaya jusqu'à Alger pour participer à l'émission. Et merci, bonjour. Ça fait plaisir de nous avoir invités aujourd'hui afin de participer à cette émission-là, qui est Ma famille, ma vie. Toujours ma famille, toujours notre famille. C'est notre vie en général. Exactement. Exactement. Et nos enfants, ce sont les priorités dans la famille aussi. C'est la base de la société, oui, c'est l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre société. Oui, exactement. Et bien sûr, avant de commencer l'émission, je tenais justement à dire bonne réussite à tous les candidats au BEM. Ça commence aujourd'hui, alors bonne réussite à vous tous. Et vous allez y arriver, j'en suis sûre. Donc on commence? On commence. Alors on parle aujourd'hui des écrans, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission Ma famille, ma vie. Vous nous avez fait l'honneur d'y assister à chaque fois. On a parlé aussi d'addiction par rapport aux écrans en général, que ce soit téléphone, tablette, téléviseur, ordinateur, tout cela. Donc on parle d'addiction, comme on parle d'addiction par exemple au tabac, à l'alcool ou autre chose. Mais on n'a pas la conscience des méfaits justement des écrans, alors qu'on a la conscience des méfaits du tabac et des autres substances addictogènes. Pardon. Tout à fait. Alors justement, même chez les spécialistes, ça fait encore débat sur l'addiction des écrans parce que ça ne remplit pas tous les critères chez les spécialistes. Mais bref, nous, on voit bien que lorsqu'on retire à un enfant un écran, surtout quand il est en train de jouer, il a mis tout son temps, toute son émotion, on lui retire l'écran, voilà comment il va se comporter, comme une terreur qui est prêt à... Il y a eu des meurtres à cause de ça. Il y a eu des meurtres, il y en a qui ont sorti une fourchette, il l'a plantée à sa sœur. Enfin, il y a des réactions qui sont très émotionnelles et qui peuvent être très néfastes. Mais en fait, le problème, c'est sur le long terme. Le long terme, ce n'est pas simplement des problèmes d'addiction, même si ça fait débat là-dessus, c'est qu'on bloque beaucoup de choses et surtout une chose fondamentale dans le développement de l'enfant, puisque comme on le sait, quand il est bébé, l'enfant, donc jusqu'à 3 ans, donc déjà dans le ventre de sa maman, mais jusqu'à 3 ans, il fait des millions de connexions par seconde. Donc quand on lui donne un écran, les parents, ils n'ont pas conscience. Ils ont juste une bribe d'information. On dit qu'il ne faut pas trop donner d'écran avant 3 ans, etc. Mais il y a beaucoup de critères qui interviennent là-dedans parce que le cerveau, il est très, très, très complexe. Les sens, on n'a pas que 5 sens. À chaque fois, je le répète, on n'a pas que 5 sens. Il y en a 9 qui font consensus d'un point de vue scientifique, mais dans chaque sens, on peut le subdiviser, chaque sens peut être subdivisé en plusieurs sens. Donc on a tous des sensibilités différentes. Imaginez les combinaisons. Dans le sens de la vue, on a la sensibilité à la lumière, au mouvement, à la couleur, à l'intensité lumineuse, à tout un tas de choses. Et chaque personne est différente par rapport à ses sous-sens, entre guillemets. Alors imaginez qu'on peut monter jusqu'à 60 sens comme ça. Alors,
forcément l'impact il va être différent chez une personne très sensible et on va aggraver sa sensibilité et chez une autre personne qui est beaucoup moins sensible. Un enfant qui est très sensible, qui fait des millions de connexions par seconde, qu'on expose, surexpose. On n'est pas technophobe, on n'est pas là pour dire on va retirer les écrans. On est là pour dire il faut utiliser l'écran à bon escient. Mais chez un enfant, il n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin d'écran. Il a besoin de l'attention de sa maman. Donc les parents n'ont pas conscience de l'impact de tous les impacts que peuvent avoir les écrans sur le développement de l'enfant et surtout depuis combien de temps on nous manipule pour capter notre attention et au détriment du développement de l'enfant. Exactement. On a parlé la semaine dernière dans l'émission de figures d'attachement, en parlant des parents qui sont la figure d'attachement et que c'est essentiel d'avoir ce lien avec la maman ou le papa ou la figure d'attachement principale. On voit qu'aujourd'hui, la figure d'attachement, finalement, c'est un petit peu l'écran qui est devenu la figure d'attachement. On ne peut plus s'en passer. C'est l'écran qui assouvit nos besoins. Et on pense que cette nouvelle génération, qu'on appelle les digital natives, sont nés avec cette technologie. Donc, il faut les mettre dans le bain et le plus tôt possible. Alors que non. Oui, c'est non. Donc, toujours, l'utilisation des écrans de nos enfants, il touche plusieurs facteurs. Quel que soit social, ou bien la santé mentale, ou bien psycho-affectif, donc il touche plusieurs aspects, surtout l'aspect entre parents et enfants. Parce qu'il n'y a pas une liaison directement entre l'enfant et les parents. Il y a toujours un obstacle au milieu qui est les smartphones, les tablettes, etc. Donc en général, c'est les écrans. Donc c'est ça qui influence l'enfant, alors que l'enfant, il a besoin toujours d'être toujours à côté de sa maman, de son papa, donc de sa famille en général, afin de développer le côté psycho-affectif. Parce que s'ils ne développent pas le côté psycho-affectif, dès qu'ils arrivent à l'âge adolescence ou bien l'âge adulte, donc il va avoir un manque dans ce côté-là et qui va influencer dans sa vie. Voilà, influencer dans sa vie, que ce soit par rapport au rapport dans le couple, par rapport à ses amis, par rapport au travail. Donc c'est une influence qui va dans toute la société en réalité. Mais pourquoi on interdit les écrans, justement, de 0 à 3 ans? C'est une interdiction ferme, c'est interdit, complètement interdit. En général, en fait, d'après la recherche, ils ont lié à 3 ans, mais par contre, c'est plus que 3 ans. Parce que l'enfant il développe de plusieurs zones dans le cerveau, donc le cerveau il est en train de se développer. Il y a plusieurs zones cérébrales qui sont en train de se développer, quel que soit du côté langage, quel que soit du côté plasticité cérébrale, quel que soit du côté cognitif. Donc, si l'enfant il est attaché aux écrans, donc il vit toujours du côté, donc il sort du virtuel afin de se développer ces zones-là et ces aspects qui va l'aider à réussir, que ce soit dans le côté soit scolaire ou bien de vie. Donc toujours, c'est strictement interdit. Donc aujourd'hui, pour les recommandations 0 à 3 ans, nous on dit plus que 3 ans. Oui. Exactement. En fait, avec justement l'association qu'on va créer, donc l'Assemblée Générale, ce sera le 22 juin 2024 à la Maison de la Culture de Béjaïa. Donc je lance un appel à ceux qui veulent rejoindre cette association. Vous êtes les bienvenus, puisque là on a à peu près une vingtaine de wilayas, puisque ça sera une association nationale. Et qui dit association nationale dit internationale. Partout où il y a une ambassade dans le pays, on pourra intervenir également, surtout en Afrique. Donc l'objectif de l'association, c'est de donner des recommandations. Des recommandations qui font déjà consensus au niveau scientifique, on le sait. Mais on va être force de proposition, parce qu'il n'y a pas que les écrans. En fait, c'est une pollution sonore et visuelle. Visuel, c'est les écrans, mais il y a le sonore également. Et justement, ce que disait notre cher collègue Zakaria, c'est qu'en fait, dans le cerveau, on a à peu près, je vais simplifier très vite pour avoir une notion simple, mais pas simpliste, pour l'ensemble des gens qui nous regardent. Dans le cerveau, même si ça fait débat, le cerveau est très complexe, on est en train de découvrir toujours plein de choses, on a 10 réseaux neuronaux, c'est-à-dire on a 10 types d'autoroutes qui s'allument quand on fait ça ou quand on fait ça. Quand on regarde, on est concentré avec la vue. Il y a le réseau des yeux qui s'allume, réseau visuel. Réseau auditif, quand on regarde et on écoute la télévision, on est concentré dessus. Il y a les autres, on n'en parle pas, on ne va pas compliquer. Et les 9 autres, quand ils sont éteints, il y en a un qui s'allume de façon réflexe, on ne le contrôle pas. Il s'allume directement. Ceux qui font la prière, c'est le réseau neuronal du mode par défaut. C'est un mot compliqué pour dire quand on ne fait rien, paf, il s'allume. Il s'allume, par exemple, ceux qui font la prière, il y a plein d'idées qui nous viennent. C'est ce réseau-là qui s'allume. Quand on fait la vaisselle, il y a plein d'idées qui nous viennent. Vrai ou pas? Oui. Voilà.
Quand je suis en train de conduire, l'autoroute elle est droite, je ne suis pas concentré sur l'autoroute puisqu'il n'y a pas de problème. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, à ce que j'ai fait. Donc chez l'adulte, ce réseau-là, on appelle ça la planification, quand je planifie des choses, la remise en question de soi. Je suis en train de regarder par la fenêtre et je me dis pourquoi j'ai fait ça, etc. L'introspection. Et là, donc la planification, l'introspection, la rêverie. C'est ce réseau-là, quand je fais rien, il s'allume automatiquement. Avant de me coucher, le mot, là, vous allez vous dire, ah, j'aurais dû dire ça pendant l'émission. Eh ben, c'est ce réseau-là qui va s'allumer. Oui. Parce que quand vous allez dormir, vous n'êtes pas stimulé. On n'est pas stimulé par la lumière, par les sons ou par quoi que ce soit. Il s'allume. Mais chez le bébé, Il n'est pas stimulé si on n'a pas le téléphone à côté de soi. c'est ce que je disais, quand on n'a pas le téléphone ou quoi que ce soit. Donc, il s'allume. Mais chez le bébé, Oui. il n'a pas encore le temps de planifier ou de rêver. Qu'est-ce qu'il va se mettre? Qu'est-ce qu'il va mettre en place, ce réseau-là? Quand il a allaité chez sa maman, et justement, c'est un problème au futur maman, vous parliez d'attachement. L'attachement, il se développe avec 3 points. 3 points. L'œil gauche, l'œil droit et la bouche. C'est-à-dire que le bébé, il doit voir le visage de sa maman. C'est très important. L'attachement, il n'est pas inné comme ça. Il vient parce qu'il y a une relation entre l'enfant visuel. Bien sûr, il y a tous les autres sens. Mais surtout quand il le regarde. Et après, une fois qu'elle a allaité, elle va le poser dans le berceau. Oui. Et dans le berceau, qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'y a pas de télévision, s'il n'y a pas le Coran avec YouTube, le Coran doit se prononcer avec la bouche. Le Iqra, ce n'est pas pour rien. Iqra, un livre. Donc quand le bébé il est dans le berceau, qu'est-ce qui va s'allumer? Il n'y a pas la télévision, il ne la voit pas, il n'y a pas de la musique, il n'entend pas, ou du Coran, ou quoi que ce soit d'auditif ou de visuel. Qu'est-ce qui va s'allumer? Les 9 ils sont éteints. Paf, il va s'allumer. Mais il va s'allumer pourquoi? Pour mettre en place le langage. C'est ça qu'il va mettre en place parce qu'il va se rappeler de sa maman qui lui parlait avec sa gestuelle, son visage, etc., son visage, ses mimiques. Oui. Il va ancrer le langage. Mais s'il lui met des chaînes qui sont, je ne vais pas les citer parce qu'il ne faut pas citer des chaînes qui sont bourrées de flash, en plus qui sont arabophones, qui ne respectent aucun rythme de l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il va devant ces flashs-là, ce son-là, et ce réseau-là, il ne va pas s'allumer. Plus l'enfant est sensible, plus on va le rendre sensible. Parce qu'il y a un truc dans le cerveau qui s'allume, donc il y a des neurones, mais les neurones, ils sont encore immatures, ils sont en train de grandir. Donc il y a des trucs qu'on appelle des neurites à peu près. Bon, c'est un neurone qui est en train de grandir. C'est un neurone, c'est celui dans le cerveau. Il va faire les connexions avec les autres. D'accord. Mais il va faire les connexions avec qui? Avec là où il est stimulé. Si je suis stimulé par l'audition ou la vision, je vais faire les connexions dans les yeux et dans les oreilles. Les millions de connexions par seconde. Donc si je lui donne beaucoup de flash, beaucoup de lumière, je vais le rendre hypersensible ou hyposensible dans un autre domaine. C'est-à-dire je vais capter son attention dans le visuel et dans l'auditif. Et ce réseau-là, il ne va pas s'allumer parce que c'est l'auditif et le visuel qui sont allumés. Donc ceux-là, ils sont allumés, ceux-là, ils ne s'allument pas. Dès qu'il y en a un qui est allumé, celui-là, il s'éteint. Donc du coup, pas d'écran, pas de son non plus, parce qu'on a tendance aussi à la maison à laisser la télé allumée, ça nous tient compagnie. Voilà. C'est ce qu'on dit, on écoute la radio, on écoute de la musique. Donc quand il y a un enfant en bas âge, est-ce qu'on éteint tout à la maison, télé, radio, les petites comptines qu'on met avec des appareils comme ça qu'on remonte et puis que ça fait un son qui se répète et tout ça. Est-ce qu'on devrait arrêter aussi de faire ça? Oui, exactement. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que les enfants sont trop exposés aux écrans, quelle que soit la télévision. Parce que l'enfant, dès sa naissance, par exemple, comme l'a dit notre collègue Nek Moudjani, donc l'enfant il se développe à partir des 5 sens. En fait, il y a plus que 5 sens, mais nous, on parle des 5 sens. Donc, si l'enfant il est surexposé à la télévision dès le matin jusqu'au soir, donc il ne va pas développer toutes ces compétences-là qu'il a besoin dans sa vie quotidienne. Quelle que soit l'interaction avec sa maman, parce que s'il n'a pas une interaction avec sa maman, s'il ne parle pas avec sa maman, donc il ne va pas développer le côté langage. Parce que l'enfant, toujours, il a besoin du langage maman, il a besoin toujours le langage de sa maman. C'est à partir de sa maman qu'il va développer son langage. Et aussi pour le côté cognitif, donc aussi il va se développer plusieurs compétences, quelles que soient l'attention, la concentration, les fonctions exécutives, comme il a dit, la planification. Pour que l'enfant arrive à faire la planification, il faut qu'il se développe toutes les compétences exécutives. C'est là que l'enfant va commencer à faire une planification. Mais si l'enfant est surexposé aux écrans, la télévision en général, parce que dès sa naissance jusqu'à 3 ans, l'enfant, on peut dire qu'il ne va pas utiliser le téléphone beaucoup plus, mais la télévision, il est surexposé. On dit qu'il ne va pas l'utiliser, mais on voit réellement dans notre entourage, un enfant à 2 ans, il s'est déverrouillé oui, exactement. écran, il va manipuler, etc. Mais il ne va pas manipuler, il ne va pas aller trop loin. Donc, il va chercher seulement ce qu'il va regarder. Oui. Par exemple, des Mickey, etc., des dessins animés, etc. Mais
mais il va pas y aller plus loin, il ne va pas rentrer dans des sites qui va se développer beaucoup de choses psychiques, etc. Mais donc, c'est là que l'enfant va s'arrêter son développement. Donc, on a l'enfant, l'écran. Mais qu'est-ce qui l'entoure? Il est absent, quels que soient les parents, quels que soient d'autres aspects. Donc, ça a des conséquences sur la capacité de communiquer et interagir avec son environnement. Avec son environnement, oui. Directement. Et comment on le remarque? C'est un enfant quels sont les symptômes, justement? Quels sont les signes qui devraient nous alerter? Les signes qui vont nous alerter, c'est que dès qu'on parle à l'enfant, il va pas nous fixer directement, il n'y a pas un échange direct visuel, c'est-à-dire, comment dirais-je, attention, etc. Aussi, il va y arriver au enfant, il va trouver des difficultés dans l'endormissement. Oui. Parce que s'il utilise ces écrans-là, c'est la lumière bleue, etc. Donc il va déclencher, il va bloquer la mélatonine qui va retarder l'heure du sommeil. Oui. Voilà, qui va retarder cet enfant-là à l'heure du sommeil. Donc c'est là l'enfant. Il y a des enfants qui restent même toute une nuit sans dormir. À cause de quoi? À cause de ces effets-là des écrans. D'accord. Donc, ça peut avoir des répercussions sur la santé, mais sur la santé psychique aussi, parce qu'on parle aujourd'hui de dépression chez les tout petits. Exactement. Alors, voilà. Et c'est fondamental, justement, comme le disait notre ami Zakaria, c'est fondamental qu'ils dorment. Parce que la mélatonine, on l'a dit vite fait, en fait, ces écrans-là sont bourrés de lumière bleue. Quand on va parler de recommandations, je parle un peu de recommandations, parce qu'on va donner des recommandations. Je voudrais revenir sur l'âge. Après, je vais revenir sur les écrans et la lumière. Les écrans, on estime qu'un enfant... je reprends ce que disait Michel Desmurget, un directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM qui a écrit TV Lobotomie en 2010, où il décrit bien tout ce qui s'est passé en Algérie, l'arrivée massive de la parabole qui a explosé les cas d'anorexie, boulimie. Il n'y en avait pas avant, c'est prouvé scientifiquement. On sait que les pays où on ne fait pas attention à son poids, etc., dès que la télévision en arrive avec la publicité, l'objectif de la télévision, c'est la publicité. Donc, il a écrit ça en 2010, il a écrit La fabrique du crétin digital en 2019, suivi de, l'année dernière, faites-les lire pour en finir avec la fabrique du crétin digital. Qu'est-ce qu'il a dit dedans? Il a dit qu'un enfant qui est surexposé, jusqu'à 6-7 ans, il n'a pas d'avantage, cet écran. Il lui dit 6 ans, on va jusqu'à 7 ans. 7 ans, chez les psychologues, ils appellent ça l'âge de raison. Qui n'est pas un âge de raison, il n'a pas la raison à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe en fait à cet âge-là? Il y a un truc bien spécial, enfin c'est un moyenne, 7 ans, c'est toujours des moyennes, on parle en moyenne. Il y en a c'est 6 ans, il y en a c'est 8 ans, mais 7 ans c'est une moyenne. C'est le cortex préfrontal, c'est le cortex, c'est la partie noble du cerveau. C'est le cortex, c'est la partie du cerveau qui est derrière le front. Derrière le front, là, c'est elle qui est la partie noble, c'est elle qui maîtrise, c'est elle qui décide. Et cette partie-là, elle commence vraiment à être active à cet âge-là. Donc il comprend des choses qu'il ne pouvait pas comprendre avant parce que ce n'était pas actif. Il était beaucoup dans l'émotion, c'est pour ça qu'il a du mal à s'exprimer, l'enfant. Et si on le met devant les écrans, justement les réseaux-là, dans tous ces réseaux-là, on va dire il y a le réseau, on va simplifier bien sûr, il y a le réseau du langage et de la socialisation, de l'échange avec les parents et de la société. Il ne le développe pas, ce réseau-là. On va dire que c'est celui-là. Il ne le développe pas. Il ne le développe pas parce qu'il est devant les écrans. Donc les connexions qu'il va faire, c'est devant les écrans. Donc si, jusqu'à 7 ans, on le prive, entre guillemets. Bon, c'est pas grave s'il va regarder 5 minutes une chose avec sa maman une fois de temps en temps. On ne peut pas complètement interdire les écrans, c'est pas évident d'interdire carrément les écrans parce que c'est là où on peut créer des comportements à risque plus tard ou quand c'est trop interdit, ça devient. C'est pour ça que les parents, il faut qu'ils aient conscience. Il faut qu'ils aient conscience et qu'ils aient des informations. Et les parents et le gouvernement, bien sûr le gouvernement, parce que je pense qu'il est mal conseillé par des puissances extérieures. On en reparlera après. Donc, il faut informer les parents de ce qu'il y a là-dedans, au niveau de ces écrans-là, mais il ne faut pas leur faire peur. Vous parliez tout à l'heure des signes. Quand un enfant ne parle pas, quand il ne regarde pas dans les yeux, quand il fait certaines mimiques qui ressemblent à de l'autisme et qui n'est pas de l'autisme. Justement, on dit souvent que c'est aussi la source de l'autisme. Est-ce que cette théorie est fondée ou pas? Non, c'est toujours bon. Parce que l'autisme, c'est autre chose. Un enfant surexposé aux écrans, c'est autre chose. Ce n'est pas de l'autisme. On ne peut pas dire aujourd'hui. En fait, c'est comme de l'autisme. En fait, il a les mêmes signes que l'autisme, mais comme on connaît la cause, entre guillemets, bien sûr, il y a plein de facteurs qui sont... C'est plurifactoriel, il n'y a pas que les écrans. Les écrans, c'est quoi? Justement, il y a les écrans, c'est une position visuelle, et il y a les sons électroniques. Les sons électroniques, je vous dis, c'est la musique 24 heures sur 24, c'est trop de musique, trop de pollution sonore, qui vont affecter le mode par défaut. Par contre, tous les autistes, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont autistes,
ont un réseau neuronal du mode par défaut qui est dysfonctionnel. Ce réseau-là, quand il ne s'allume pas correctement. Il est perdu quand il ne fait rien, l'enfant. Et justement, c'est ce qu'on voit chez les enfants qui ont été surexposés aux écrans et aux sons électroniques. Il faut faire attention également aux cris. Aux cris à la maison, c'est très néfaste pour les enfants. Et j'insiste sur la voix féminine. La voix féminine. Il n'y a pas que la femme qui crie. Hein. Non, l'homme, il crie avec le volume. Mais la fréquence vocale de la femme, elle est différente de celle de l'homme et elle va taper vraiment dans le cerveau et ça va faire une montée de cortisol, de stress, surtout chez l'enfant. En plus, il y a le facteur émotionnel. Donc, quand on a retiré les écrans et les sons électroniques et puis derrière on crie, c'est comme si on n'avait pas fait grand-chose. Donc, il ne faut pas crier, il faut vraiment enlever cette habitude de crier, c'est dur parce que nous-mêmes, on est surconnectés. Donc, l'enfant, quand on lui donne trop d'écran, avant 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas développer tous ses sens. On dit 5 sens officiellement, mais je vous dis officiellement c'est 9. Il ne va pas développer tous ses sens, donc il ne va pas acquérir toutes les notions fondamentales. Il ne va pas acquérir la marche, la digestion. C'est incroyable. Hein. Et quand on retire chez ces enfants-là surexposés, il y en a qui sont, c'est des faux diagnostics, on dit qu'ils sont des autistes. Mais on peut les récupérer, ces enfants-là. Donc si vous avez des enfants qui ont été surexposés, qu'ils soient autistes ou même pas autistes par rapport à cette surexposition aux écrans, quand vous retirez les écrans, quand vous retirez les sons électroniques, quand vous leur donnez un environnement vocal sain, un environnement sain, naturel, et les faire sortir tous les jours, quel que soit le temps. Tous les jours. Bon. Quel que soit le temps, je parle d'enfants surexposés. Bien sûr que c'est difficile quand les deux travaillent. Je parle d'enfants qui ont été surexposés. Ceux-là, il faut être sans pitié avec eux dans le sens où il faut c'est une sorte de désintoxication à ce moment. Voilà, il faut vraiment faire le maximum avec ces enfants-là parce qu'après, ce n'est pas récupérable. Quand ils ont 20 ans, c'est très compliqué de les récupérer. Oui, à 20 ans, ce n'est plus, et j'en connais, des enfants. Et j'en connais beaucoup qui étaient surexposés au magnétoscope, au DVD à l'époque. Alors, je rappelle le numéro de téléphone aujourd'hui. On parle de surexposition aux écrans, surtout à l'arrivée des vacances. Donc, si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, ce que je vous propose, messieurs, maintenant, c'est de suivre un reportage que nous propose notre collègue Yasmine Blehidja, justement. Elle a profité d'une sortie pour les enfants avec les parents pour leur demander s'ils exposaient leurs enfants aux écrans et s'ils étaient conscients, justement, des répercussions de ces écrans sur la santé de leur enfant. Et on revient tout de suite après. D'accord ? Très bien. Ça marche. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, le matin, je suis une femme active, donc je travaille. Donc en général, le week-end, quand je dois faire le ménage et tout, le matin, je donne le téléphone à mes enfants ou bien je les mets devant la télé, histoire d'avoir un moment pour faire mes tâches quotidiennes. Bon, je sais bien que c'est très dangereux pour les enfants, qu'avec le temps, ils vont devenir très nerveux, chose que j'ai constatée chez mon enfant de 3 ans. J'ai un garçon de 3 ans qui devient très nerveux dès qu'il n'a pas le téléphone dans les mains. Cela dit, c'est vrai, c'est plus pour nous que pour les enfants, les écrans et tout. C'est pour nous, pour avoir la paix, pour avoir un moment de tranquillité et tout. C'est pour ça que dès qu'on a l'occasion de sortir un petit peu, comme une journée comme celle-ci, par exemple, donc les enfants ont l'occasion de parler, de jouer, de rencontrer d'autres enfants, de voir d'autres personnes et de s'ouvrir un petit peu au monde extérieur, en fait, en réalité. Donc, ce qui est très bien. Donc, je vous remercie énormément pour cette journée qui est vraiment magnifique. Certains parents aussi, pour se libérer un peu pour leurs tâches ménagères ou leurs tâches quotidiennes, ils préfèrent mettre leurs enfants devant les écrans, devant un téléphone, et alors qu'il y a des conséquences très fâcheuses. Et ça peut influer sur un peu l'acuité visuelle, sur le même comportement, oui, exactement. Voilà, le développement, effectivement. Donc, normalement, les parents, ils doivent voguer à d'autres occupations, c'est-à-dire faire sortir nos enfants, les ramener comme ça dans des aires de divertissement, où ils apprennent pas mal de choses, où ils pratiquent, ils palpent, ils touchent à certains sports qu'ils n'ont jamais connus, à certaines activités qu'ils n'ont jamais connues, au lieu de rester cloîtrés devant un écran et par la suite, on ira peut-être défoncer beaucoup plus d'argent à soigner ces enfants par rapport à tous ces méfaits, alors que les ramener avec un peu, peut-être 0 dinar, et ils profitent mieux de leur journée, ils s'amusent, ils apprennent beaucoup de choses. Bon, d'après les études, oui, les écrans peuvent retarder le développement des enfants. On essaie d'éviter au maximum, plus qu'on peut, mais voilà, avec la technologie. L'alternative, c'est des sorties, c'est des jeux éducatifs, c'est du sport, voilà.
Donc il faut enregistrer, il faut marquer ses enfants dans des tournées de sport, dans des jeux éducatifs qui se font un petit peu partout, hein, on va dire. Donc comme ça, on va éviter un petit peu les écrans et limiter l'exposition des enfants. Question d'écran pour les enfants, c'est dangereux parce que ça va bousiller leur cerveau dès le jeune âge. Quand un enfant il regarde la télé tout le temps, il est en train de regarder la télévision, eh ben احنا نديروا في بالنا باللي حاجه مليحه عليه mais هي c'est حاجه dangereuse parce qu'au fur et à mesure avec le temps le cerveau تاعو يولي يتبوزيه ومن بعد مع الوقت ما يجي يلحق حتى يكبر حتى يكون مخو ديجا شغل حنا ما نفيقوش مي مع الوقت نولوا نفيقوا مع كي يكبر لونفون alors انا نعطي ان كونساي aux parents باش ما يخلوش ولادهم يشوفوا بزاف لا تيليفزيون يعلموا يعطوهم des activités plus intéressantes على la télévision au lieu de يخلوهم قدام télévision. Alors bien sûr, on ne cherche pas à culpabiliser les parents, bien au contraire, aujourd'hui, on cherche à les sensibiliser, à les informer pour qu'ils prennent conscience réellement du danger des écrans, n'est-ce pas? Exactement. Et vous parlez de conscience. Il y a conscience et avoir des informations. C'est deux mondes différents. On en parlait hors antenne avant l'émission. Je vous disais tout à l'heure, justement, on sait très bien qu'un enfant de moins de 3 ans, 4 ans, n'importe quel âge, on ne donnerait jamais une cigarette ou on ne conseillerait jamais une cigarette à des enfants parce qu'on sait pertinemment que ça conduit forcément au décès, à la mort et pas mal d'autres problèmes. Donc, alors que les écrans aussi sont dangereux et on n'est pas encore conscient du danger des écrans. Exactement, la conscience, c'est avoir les tenants et les aboutissants de la chose. La cigarette, 50% des fumeurs, là je vous le dis, 50% des fumeurs, bon on va tous mourir, mais ils vont mourir avant l'âge, entre guillemets. Après il y en a qui disent c'est Dieu, oui, mais Dieu il n'a pas dit aggrave ta situation. Donc 50% ils vont en mourir de la cigarette. Les écrans, on l'a entendu dans le reportage, les parents croient savoir que c'est dangereux, que c'est néfaste. Mais s'ils savaient à quel point c'est dangereux, s'ils savaient à quel point c'était néfaste, ils changeraient complètement de comportement. Et c'est l'objectif de l'association, c'est de conscientiser, mobiliser, agir. Ce que disent nos frères du Burkina Faso, conscientisation, mobilisation, action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir si on n'a pas pris conscience de la gravité de la chose. Et pour avoir conscience de la chose, il faut qu'on donne des informations et aux professionnels de la santé, et aux parents, et même aux enfants, parce que là, ça fait maintenant, depuis 2018, j'ai dû faire 450 conférences en Algérie, au Burkina, au Cameroun, un petit peu en France. Je vois l'ignorance dans laquelle on baigne. Quand on achète un téléphone portable, il n'y a pas marqué ne pas donner aux enfants, il n'y a pas un guide d'utilisation dans la famille. Le matin, c'est à proscrire, parce que je fais partie aussi d'un collectif en France, jamais le matin, jamais en mangeant. On pourra expliquer dans une autre émission pourquoi, quand on aura créé l'association, jamais le matin, jamais en mangeant, on fait tout le contraire, hein. Jamais avant de dormir et jamais seul dans la chambre de l'enfant. Ça, c'est les 4 pas de Sabine Duflo, de notre collectif Cause en France. Mais on le voyait dans le reportage, on va dire que c'est l'écran nounou en quelque sorte. C'est l'écran qui va garder les enfants le temps qu'on puisse finir nos tâches ménagères, ce qu'on a à faire à manger, faire ceci, cela. Donc on va occuper l'enfant, c'est la nounou, c'est l'écran aujourd'hui qui va occuper les enfants. Il faut donner des solutions aussi réalisables et faisables aussi pour les parents. Demander à les faire sortir tous les jours, à essayer de s'en occuper tous les jours avec la société qui a complètement changé aujourd'hui. Les femmes sont actives, les hommes aussi, donc tous les deux sont actifs pendant toute la journée à l'extérieur. Rentrer, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper de la popote, des enfants et tout ça. Essayer de tout faire avant l'heure du coucher, c'est pas toujours évident. On me l'a dit tout le temps, ça. Oui. Je l'utilise pour souffler parce que déjà les parents, ils ont grandi avec les écrans. Ils ont besoin de souffler aussi. Mais parce qu'ils n'ont pas géré eux-mêmes les écrans. On ne leur a pas appris à gérer. Donc il faut un mode d'emploi sur comment utiliser les écrans en famille et en tant qu'adulte. Si en tant qu'adulte, déjà je réduis mon exposition aux écrans, je vais libérer un peu de temps. Je peux libérer dans une journée 20 minutes. Je peux les libérer sur l'écran. Et les 20 minutes, je sors dehors. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits, comme le disent les Suédois. Si on prend ce temps-là de partage avec l'enfant, je parlais surtout des enfants qui ont été surexposés aux écrans. Oui. Cela, c'est fondamental. Il faut vraiment se donner à fond pour ces enfants-là, parce que dans le développement de l'enfant, il ne faut pas rater ces phases critiques. Il y a des phases critiques du développement qui sont, moi je ne peux pas développer, qui sont passées quand on est petit. On peut essayer de récupérer un peu quand ils sont jeunes. Donc, il y a des conseils très simples. Chers parents, prenez conscience de votre temps d'écran déjà avant de vous marier. Et quand vous êtes mariés, les dégâts ils sont là. On peut quand même remédier à ça. Donc, réduisez votre temps d'écran, essayez d'avoir des échanges avec les enfants et laissez-les s'ennuyer. C'est l'ennui qui se montre par défaut. Parce que si on les habitue aux écrans,
on peut les déshabituer des écrans. Et on lancera un grand Justement. défi, c'est l'objectif de sensibilisation. Comment récupérer juste un enfant qui est, on va dire, addict en quelque sorte aux écrans? Exactement, ici dans le reportage, on a remarqué qu'il y a une différence entre l'intervention de la maman et l'intervention du papa. C'est que la maman, il n'a pas de solution à donner ou bien à faire à cet enfant-là afin de faire ses besoins dans la maison, etc. Mais est-ce qu'elle a posé la question pourquoi? Pourquoi il n'a pas de solution? Parce que si on revient un peu à l'époque, il y avait des choses qui étaient présentes, mais maintenant sont absentes. Oui, C'est que, par exemple, l'enfant, il joue dehors. Il joue avec de la terre, il joue avec des enfants. Mais maintenant, non, l'enfant, il est dans il est une... surprotégé en quelque sorte, on a peur de le laisser dehors, Voilà. on a peur C'est on ça veut le le problème. voir à côté de nous, à l'intérieur de la maison, Voilà. parce que c'est une sorte de sécurité en de quelque sécurité. Voilà, c'est ça qui a causé une problématique aux mamans, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver quoi donner à ces enfants-là. Des jeux éducatifs, il va jouer, puis il va laisser tout. sorte. Là, l'enfant s'ennuie vite aussi. Oui, bien sûr. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut développer. C'est que toujours, il faut habituer un enfant de raconter des histoires. Même s'il est devant toi, tu vas jouer avec lui comme de lui raconter des histoires, même si tu fais, en plus de partager ce que tu fais avec votre enfant. Il faut partager avec lui, quel que soit vaisselle, quel que soit, je ne sais pas, mais toujours il faut partager. C'est-à-dire il faut impliquer l'enfant dans notre vie quotidienne. Exactement. Il ne faut pas l'isoler, parce que si on isole l'enfant, c'est-à-dire l'enfant... On peut cuisiner avec un enfant. Oui, bien On sûr. peut lui demander Oui, bien sûr. d'éplucher avec nous Oui. les légumes. On peut lui demander de faire les tris entre le linge blanc et le Voilà. linge couleur. Oui, Comme voilà. ça l'occupe autrement qu'avec un écran, Voilà. par exemple. Par contre, si on le laisse avec l'écran et nous on fait d'autres choses, c'est-à-dire l'enfant il va avoir des conséquences vraiment on peut dire même c'est difficile à récupérer. Oui, C'est c'est pas des- toujours évident. Oui, C'est très important ce que vous dites, le partage des tâches ménagères à la maison. Le matin, lui demander de faire son lit. Même s'il est petit, on peut l'aider. Il ne faut pas qu'il soit dans l'échec. Il faut l'accompagner pour que ça crée une habitude. Il a dit une chose très importante, lui raconter des histoires. Si on sait lire, il faut lui lire tous les jours. Le goût de la lecture, il arrive avant 11 ans, surtout avant 11 ans. C'est les études qui le disent. Le goût de la lecture, quand on a goûté à la lecture avant 11 ans, c'est beaucoup plus facile de lire toute sa vie. Exact. Et et même avant de lire, avant de savoir lire. Exactement, surtout quand l'enfant il voit le papa ou la maman en train de lire. Parce qu'il y a des zones dans son cerveau qui vont s'activer, il va vouloir faire la même chose. C'est pour ça qu'il faut montrer l'écran et l'exemple et pas être devant un écran devant son enfant. Justement. Voilà, donc à la maison on peut faire plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, on Ça. parle aussi de technoférence. Exactement ça, c'est Voilà. que la maman, elle est là devant l'enfant ou le papa, il est là devant l'enfant. Donc l'enfant, il voit que c'est important. Donc il va chercher à avoir cette attention-là, lui aussi, la même attention sur cet objet-là qui attire son papa et sa maman au lieu d'attirer son enfant. Donc il se dit, il y a un problème, il y a un bug et ça crée beaucoup de problèmes pendant le développement de l'enfant parce qu'il y a des neurones miroirs dans le cerveau, on les appelle les neurones miroirs parce qu'ils ils vont générer des actions de ce qu'il voit. L'enfant, il voit des choses, il va vouloir faire la même chose. Et on a vu ça chez des bébés de moins d'1 an qui voient des actions. Il y a des neurones dans leur cerveau, ces neurones-là, qui veulent activer pour faire la même chose. Donc plus je vois des choses qui se développent avec les écrans, moins j'ai de relations avec l'enfant, moins il va développer toutes ses capacités langagières et sociales. Et c'est très important, cet regard. Il y a une très belle expérience qui s'appelle Still Face, visage impassible, où la maman joue avec l'enfant. Elle rigole, l'enfant il est en interaction, montre des choses là-bas, la maman regarde. Au bout d'un moment, la maman on lui demande d'avoir un visage impassible, elle ne rigole plus. Elle tourne la tête, elle revient comme ça. Elle se tient, mais le C'est une bébé, torture pour l'enfant. justement, et le bébé, instantanément, ils l'ont fait avec plein de pays, dans plein de pays différents, dans plein de populations On ne différentes. devrait pas faire ce genre de choses. Pas des enfants. Mais en fait- subir ce genre de choses à des enfants. Et oui. ça, c'est une expérience qui a duré que 3 minutes. Oui. Dès que la maman se retourne, visage impassible, l'enfant, il a une réaction réflexe. C'est quoi l'étonnement? Il lève ses sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Elle rigolait, elle ne rigole plus. Il essaie d'avoir la captation de son attention, il essaie de capter son attention, il joue avec elle, etc. Elle ne répond pas à la maman. Il va même jusqu'à regarder derrière. Tous, ils vont regarder derrière parce qu'ils visualisent mal. Ses yeux sont très importants. On les impacte de façon très, très négative avec les écrans. Il développe ses yeux pendant des années. La perception des couleurs, c'est pas la même, les distances, etc. Donc il va regarder derrière, qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, il va pleurer le bébé. Il va être en crise. Et la maman, forcément d'un point de vue déontologique,
On arrête l'expérience et la maman rigole avec l'enfant. Et au bout d'un moment, il va regarder sa maman, hop, il va rigoler tout de suite. Ça a duré que 3 minutes. Imaginez des années. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas d'attention. Je ne veux pas culpabiliser les enfants, encore une fois, les parents. On n'est pas là pour accuser les parents. On est là pour les sensibiliser. Vous êtes dans l'ignorance, l'objectif. Et nous avons par téléphone professeur Oureda Loumi. Vous êtes professeur universitaire biologie génétique à l'USTHP, présidente d'honneur de l'Association des maladies rares et orphelines. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Et je dis bonjour aussi à monsieur Nate Medjani Karim qui m'a donné cette occasion justement de parler éventuellement donc du problème toujours qui concerne les expositions, les dangers d'exposition aux écrans. Bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui, comment l'exposition aux écrans peut affecter l'épigénétique et la santé de nos gènes? Parce qu'on parle aujourd'hui d'épigénétique par rapport à l'exposition aux écrans. Alors, ça, je ne pourrais pas trop vous développer cette partie par rapport aux expositions aux écrans, mais je pourrais plus parler, c'est-à-dire nous, sur le phénomène de l'épigénétique, on parle, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'études qui ont montré que l'exposition aux écrans pouvait affecter effectivement nos gènes. Mais c'est beaucoup plus qu'on a pu voir, c'est beaucoup plus par rapport à l'alimentation, notre mode de vie. Par rapport plus à l'alimentation, par rapport à tout ce qui est microbiote. Ça, il y a effectivement des résultats qui ont effectivement montré que ces paramètres-là pouvaient influencer effectivement sur nos gènes. Donc, quand on parle de la génétique et l'épigénétique, tout le monde sait, bon, je ne sais pas, je dis tout le monde sait peut-être, l'information de la génétique, c'est tout ce qu'on a comme information génétique qui est portée par une molécule qu'on appelle l'ADN. Alors que l'épigénétique, c'est plutôt la nature. On étudie, c'est la discipline qui va étudier la nature des mécanismes qui vont modifier de façon réversible et transmissible l'expression de ces gènes sans pour autant changer la séquence nucléotidique. Alors je vais faire très bref. C'est-à-dire que les molécules d'ADN qui constituent notre patrimoine génétique, elle est entourée par ce qu'on appelle des molécules, des protéines. Et ces protéines-là, c'est ça qui va maintenir la stabilité de la molécule d'ADN. Donc, si ces molécules-là qu'on appelle des protéines histones, elles sont modifiées par certains, donc ça peut être la nourriture, ça peut être des molécules qui vont être apportées par les additifs alimentaires, par exemple. Donc, ça va changer tout simplement les protéines qui entourent cette molécule d'ADN. Et donc la séquence en elle-même d'ADN n'est pas touchée, mais c'est la stabilité, donc l'expression du gène qui va être modifiée. Et c'est ce qui explique certains cancers maintenant, mis à part des mutations, parce que vous avez certains cancers qui sont montrés pas dus à des mutations, mais il y a d'autres justement qui ont été expliqués par ces phénomènes d'épigénétique. Donc quand il y a une interaction de ces molécules-là qui viennent de la nourriture, comme additifs alimentaires, ou même certaines protéines qui sont sécrétées par nos corps, comme la sérotonine, l'adrénaline. Il suffit qu'il y ait cette interaction avec ces molécules-là, et ben il y a tout le gène qui est exprimé différemment. Et donc l'expression, elle s'exprime, c'est-à-dire on le voit après sur l'aspect phénotypique différemment, tout simplement. Alors l'exposition aux écrans conduit aussi à la sédentarité, qui conduit aussi à la malnutrition, et du coup, c'est en quelque sorte, même si ça n'est pas prouvé scientifiquement, indirectement, c'est lié. À vous entendre. Alors, je vous disais que l'exposition aux écrans conduit à la sédentarité, ce qui conduit à la malbouffe en général, à notre alimentation, notre mode d'alimentation. En quelque sorte, c'est lié, mais indirectement. Oui, c'est-à-dire parce que là quand même, on a montré, c'est-à-dire on a prouvé que c'est beaucoup plus l'interaction, elle se fait, quand c'est des jeunes âges, c'est-à-dire c'est des enfants, comme l'a expliqué M. Nate Medjani. Quand la maman, par exemple, elle est enceinte, elle prend certains aliments qui elle ne se rend pas compte peut-être que c'est des additifs alimentaires, et on le voit après à la naissance, donc chez les enfants autistes, qui est un vrai problème de santé. On voit certains enfants qui manifestent certains symptômes justement d'autisme, parce que l'autisme, vous avez des degrés variables, et d'autres enfants, ils n'ont pas ce problème-là. Après, vous avez justement, toujours par rapport à l'épigénétique, vous avez la génétique. Donc la génétique, c'est-à-dire c'est des séquences au niveau de la molécule d'ADN
qui font apparaître ce qu'on appelle des mutations de novo. Donc, ce n'est pas des mutations qu'on retrouve chez les parents parce que l'autisme, par exemple, n'est pas héréditaire. Oui. Donc, il n'est pas transmis de parents à enfants. Mais des mutations de novo qui apparaissent comme ça, justement, ce changement-là. Donc, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas encore à comprendre parce que c'est à l'échelle internationale. On n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire comment est-ce que ces mutations-là apparaissent, qu'on appelle des mutations de novo. Et ces mutations-là, avec l'interaction de ces molécules dont j'ai parlé, peuvent faire apparaître des symptômes, en plus, bien sûr, des facteurs de risque, des expositions aux écrans, parce que ça reste toujours quand même des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être aider un peu plus à ce que cet enfant-là qui est plus exposé devant la télé avec des effets sonores, ça va aider un peu plus. Mais on n'arrive pas encore à comprendre comment tout ça, c'est-à-dire les mutations de nouveau avec ces facteurs de risque, donc les effets sonores ou bien le problème de société par rapport à la maman, par exemple, quand vous avez un couple qui est tout le temps en train de... Enfin, ils ont des problèmes, donc vous avez l'enfant, il est petit, il est là, il écoute, comme il dit M. Medjani, et ben ça aide à ce que cet enfant-là va développer effectivement un autisme, plutôt un trouble, trouble autistique par rapport à un autre. Moi, j'ai eu des parents où ils viennent, ils disent, voilà, j'ai un enfant, un il est autiste alors que l'autre il n'est pas autiste. Quand on pose la question, par exemple, entre autres, ils nous disent, l'enfant, on l'a laissé pendant un bon moment devant la télévision, et donc il n'avait aucune interaction sociale en parallèle. Donc il y a son aspect génétique, mais ce facteur-là d'exposition sonore, quel qu'il soit, il aide à ce que ça fait apparaître. Donc vous avez tout un mécanisme, donc toute une interaction ensemble qui va faire apparaître un enfant autiste par rapport à un autre dans la même fratrie. Alors, comment peut-on conseiller les parents aujourd'hui? C'est un environnement sain, une alimentation saine au quotidien, avec les enfants, toute la famille, quoi? Alors, donc déjà, pour l'exposition aux écrans, donc ça, M. Medjani l'expliquera beaucoup mieux que moi. Donc, effectivement, éviter que les parents laissent plus longtemps leurs enfants soit devant la télévision, soit les portables, soit les tablettes. Et en ce qui concerne l'alimentation, c'est-à-dire qu'il faut donner une alimentation saine, c'est-à-dire éviter qu'il y ait quand même tout ce qui est additif alimentaire. Il faut qu'ils aient aussi quand même cette culture peut-être ça manque un petit peu chez nous, c'est de consulter par exemple les ingrédients qui peuvent... Oui, les ingrédients qu'il y a dans tous les produits qu'on achète, lire tout ce qui est écrit tout petit, tous les additifs qui sont ajoutés. Je crois que la communication est en train de se couper un petit peu. On a du mal, je crois qu'on a plus de communication. Avec c'était professeur Ourid Aloumi, professeur universitaire biologie génétique à l'USTHP, président d'honneur de l'Association des maladies rares et orphelines. Merci en tout cas pour votre participation. C'est coupé, c'est dommage. Merci pour votre participation et tous les éclairages que vous nous avez apportés. Notre mode de vie aussi joue un rôle fondamental. Notre alimentation, on est exposé à beaucoup de perturbateurs déjà endocriniens, déjà dans l'atmosphère et tout ça. Dans ce qu'on mange, c'est les additifs alimentaires, c'est même la façon dont ça a été préparé aussi. Tout ça joue un rôle sur la société en général, puisque ça joue un rôle sur les parents, sur les enfants. Complètement. Je remercie professeur Loumi qui n'est pas n'importe qui, elle est professeure génétique et c'est l'une des seules à avoir fait une étude génétique sur l'autisme. Il y a très longtemps, elle est spécialisée sur la génétique et l'autisme, donc je la remercie pour son intervention. Et oui, les facteurs épigénétiques, pour faire simple, c'est tout notre environnement qui va activer ou désactiver des gènes. Et on a une boisson gazeuse, je ne citerai pas la marque, qui est orange. En France, elle existe en France. Il y a quoi dedans? Il y a de l'eau gazeuse, du jus d'orange, du jus de citron, arôme naturel, colorant naturel, 2 produits chimiques. Je prends la même boisson en Algérie, eau, gaz, sucre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 produits chimiques. Et c'est marqué quoi? D'où l'importance ça fera partie des recommandations. Toujours lire comme vous avez dit. Il y a marqué quoi dessus? Déconseillé aux enfants. Déconseillé aux enfants, c'est-à-dire qu'on nous vend des choses. Ça, c'était la même boisson qu'il y avait il y a 10 ans. Les consommateurs en France, ils se sont battus. Maintenant, il y a du jus d'orange. Ce n'est pas le cas ici en Algérie. On va se battre, et notamment avec l'association Aposte,
Non, j'ai dû la quitter parce qu'ils ne comprenaient pas ceux de la santé, pourquoi j'étais consommateur alors qu'ils font un travail extraordinaire. Machallah. C'est la consommation aussi. Mais bien sur sûr, c'est notre pour ça quotidien. que j'étais avec eux. Ils sont très actifs par rapport à ça. On essaiera de travailler avec eux, avec notre association qu'on va créer, donc je vous l'ai dit, le 22 juin à Béjaïa. Le local, il sera dans mon village, à Berkouk, à Chemini. En Kabylie, là-bas à Béjaïa. Oui. Donc en Algérie, on va avoir la représentation de cette association qui sera internationale, puisqu'on va la faire ici en Algérie. On a des Afrique compétences en aussi, Algérie, on sait faire des choses, on a beaucoup de choses. Un enfant doit apprendre à être seul. Le mode par défaut. Il faut le laisser seul, il faut le déshabituer. Ça sera l'objectif du défi qu'on va proposer. 1 mois pour plus de naturel, moins d'artificiel. Donc là, je remercie infiniment Farida Boutaran qui travaille à la Pioui de Béjaïa, qui a fait tout l'effort pour qu'on ait la salle, la maison de la culture. Donc là, on a l'accord de principe, on attend que les autorités puissent nous accorder cette salle-là et l'hébergement, puisqu'il y en a qui sont hébergés vendredi soir. Samedi, on fait la conférence et même Donc samedi cet soir. événement, ce sera le 22 juin. À quelle heure? Matin, de 9h. Le matin, le matin, 9h. Ce sera samedi. toute la journée? Alors, en fonction non, on prévoit, on espère faire une demi-journée. Sinon, on va rester toute une journée. Il y a des gens qui doivent partir. Donc, ça sera le samedi 22 juin à la Maison de la Culture de Béjaïa. Ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Je vous donne mon Facebook, comme ça, vous pourrez nous contacter là-dessus, si je peux. Bien sûr. Karim Pensée. On va le changer après. On va le mettre le nom de l'association par rapport à ça. Parce que tout ce que je fais là-dedans, c'est par rapport à la surexposition, à l'artificiel, que ce soit alimentaire ou visuel, etc. Donc, les ampoules LED, j'en profite. Les Parce LED, qu'on est exposé de partout. De partout. On pense à la nourriture, on pense aux écrans, on pense À aux tout. désodorisants, aux bougies et tout ça, mais on ne pense pas justement aux ampoules qu'on a à la maison. au LED. Ça Aux fait le LED, cancer alors- du sein chez la femme. Ça fait de la dépression, ça fait de la schizophrénie. Une ampoule LED, vous imaginez qu'une ampoule LED, ça fait le cancer du sein. Ça peut C'est faire le difficile cancer du c'est sein. difficile à comprendre. Ça fait de justement. la résistance à l'insuline, ça fait du diabète. Comment l'expliquer pour le téléspectateur, pour que le téléspectateur puisse comprendre C'est le très simple. message. C'est Oui. très simple. Dans la lumière LED, bien sûr, on peut prendre des LED. Je regarde l'heure qu'il est parce que je sais qu'à 30, on va finir. Il ne faut pas que je prenne trop de temps. Dans les LED, donc, qui sont dans les écrans, dans les smartphones, dans les télévisions, puisque maintenant, c'est des écrans LED, et surtout dans les LED blanches que vous avez là, qu'on a ici, là. Ici, c'est un C'est studio. normal, c'est un studio, donc on est exposé. Puis nous, on est un plus âgé. L'enfant, ses yeux sont transparents à 95%. D'accord. Toute la lumière, elle va rentrer dans l'œil, elle va taper au fond de l'œil. Il y a la rétine. Oui. C'est phototoxique, c'est prouvé scientifiquement. La lumière LED, elle est bourrée de lumière bleue. Cette lumière bleue, elle a un numéro, peu importe. C'est le même numéro, le même bleu que la couleur moyenne du ciel bleu. D'accord. 480 nanomètres, c'est en D'accord. gros. Bon, ça, on s'en fout. C'est juste pour savoir qu'il y a un Comprendre, numéro voilà. dans cette lumière bleue. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? On change les- Attendez, mais non, pour apporter des solutions, il faut avoir conscience du problème déjà. D'accord. Donc, il faut poser le problème. Le problème, c'est que cette lumière bleue à 480 nanomètres, elle va taper un récepteur dans la rétine qui est sensible à 480 nanomètres. D'accord. Et quand il y a ça, il dit quoi? Ne fabrique pas de mélatonine. Mélatonine. Il en a parlé tout à l'heure. Oui. Bon, je ne parle pas de la sérotonine, à tout ça, on s'en fout. La lumière bleue, elle vient taper là, et ça envoie un message au milieu du cerveau pour dire, ça n'a pas un rôle visuel, c'est un rôle endocrinien, c'est un perturbateur Perturbateur endocrinien endocrinien. sans prise de substance. C'est comme tout ce qu'on mange, la perturbateur endocrinien. Et bien cette lumière bleue, c'est un perturbateur endocrinien sans qu'on le mange. On le mange avec la lumière. La lumière, elle vient de dire au cerveau, ne fabrique pas de mélatonine. La Donc, du mélatonine, coup, on ne dort pas le soir. Et il y a ça d'autres- impacte tout. Cette plusieurs mélatonine, répercussions. elle impacte des centaines de réactions, et notamment le système immunitaire. Pourquoi ça fait un cancer du sein? Parce que le système immunitaire, c'est notre armée qui nous défend contre les maladies Notre bouclier. et le cancer. Donc la nuit, elle a besoin de se reposer. Il y a des soldats, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des soldats, il leur faut la mélatonine pour bien dormir, pour nettoyer leurs armes, faire leurs armes. Et si le lendemain matin, ils sont fatigués, ben, le cancer, au bout d'un certain temps, il va se développer. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fait ça. Ça fait de la résistance à l'insuline. Ça fait que l'enfant, il n'a pas la dose de mélatonine. Il n'a pas de mélatonine parce qu'il a de la lumière blanche. Donc il ne dort pas bien, ses phases de sommeil ne sont pas bien. Et s'il n'a pas ses phases de sommeil qui ne sont pas correctes, il ne grandit pas. Il grandit quand il dort. Il fait l'hormone de Donc, ça, croissance. des répercussions sur la croissance, L'attention, sur l'attention, la sur... mémorisation. Et c'est chez l'enfant, la femme enceinte qui a de la lumière blanche, Oui. elle ne donne pas la mélatonine. La mélatonine, puisqu'il y a de la lumière blanche, ne fabrique pas de mélatonine. La mélatonine, il n'y en a pas pour le bébé. Et le bébé, s'il n'a pas de mélatonine, problème de neurogénèse, de cerveau. Il ne fabrique pas bien son cerveau. Ça fait de la dépression et de la schizophrénie chez les ados. C'est un truc incroyable. Et il faut absolument solution. mettre des ampoules. Maintenant, voilà, la solution, c'est mettre des filtres lumière bleue sur les écrans. Maintenant, ils sont gratuits. Oui. Ou on peut les mettre sur
sur ordinateur. Il y en a une qui est gratuite, donc je peux la citer. C'est des modes sur le téléphone. F.lux pour ordinateur, F.lux. Et maintenant, il y a des modes lecture, mode nuit. Voilà. Et il faut toujours lire mode sombre, vos écrans, pour enlever la lumière blanche, qui est du noir, mode sombre. Et pour les ampoules à la maison, on fait quoi? Des ampoules LED jaunes. LED D'accord. parce que ça ne consomme pas. Des LED. Et jaune, c'est quoi? C'est les Kelvin. Je ne rentre pas dans les détails. Retenez 2700 Kelvin. Ça fera partie des recommandations de l'association D'accord. qu'on va créer Inch'Allah, le 22 juin. Donc 2700 Kelvin, je ne vous parle pas d'autres effets, l'effet flicker, sinon on va se perdre. On n'a Donc pas le mettez temps. des ampoules LED jaunes. Il ne faut pas que l'ampoule, on la voit, il faut qu'elle soit cachée, dans peu importe le système, qu'elle soit cachée pour que la lumière, elle éclaire le mur et le plafond. On voit les choses en lumière indirecte, pas directe. Elle ne va pas rentrer directement dans les yeux parce que c'est une très très nocif pour la rétine et le développement de l'enfant. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui portent des lunettes. Des par exemple. myopes, Voilà, parce qu'ils ont. myopie. C'est pour ça qu'il faut sortir dehors. La première des choses que vous devez faire le matin, les enfants, c'est vous laver les dents. Numéro 1. Automatique. Mais un enfant qui est devant un écran le matin, il ne veut pas se laver les dents. Mais c'est des rituels qu'on installe dès le jeune âge, Dès la le plus petite jeune enfance. âge, exactement. Se lever, se laver les dents, c'est un rituel bien précis. On se lève, on se fait sa toilette, on se lave les dents. Avant de se laver les on dents, discute. moi je dis c'est la première chose qu'on fait, mais avant de se laver les dents, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir les rideaux. Prendre la lumière du jour le matin, c'est très important. Ça va bloquer la mélatonine et on va faire des hormones de réveil, entre guillemets, je ne rentre pas dans les détails. On va bien se réveiller, on va se laver les dents tout de suite après. Après, on mange. C'est pas après manger que je me lave les dents. Alors, il faut dire pourquoi. Parce qu'il y a des bactéries pendant le sommeil qui, justement, sont... Font des cancers colorectaux. Ça Mais fait- si on devait tout dire, 1 heure ne suffirait pas dans l'émission. Donc, Donc, lavez-vous les dents. on essaie de donner des conseils pratiques pour que les téléspectateurs comprennent directement. Donc, se laver les dents, prendre Des bonnes LED jaunes. habitudes, des LED jaunes, discuter le matin en prenant son petit déjeuner. Pas d'écran le matin, pas d'écran mangeant, D'accord. pas d'écran avant de dormir, pas d'écran seul dans la chambre de l'enfant. On ne donne pas un écran à un enfant seul dans sa chambre. Alors, nous avons un appel. Nous avons Abdelrahim qui nous appelle de Annaba. Bonjour Abdelrahim. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah. S'il vous plaît, je voudrais témoigner dans cette mission. Avec plaisir. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis étonné. Premièrement, je me présente, je suis un donneur de sang depuis les années 69 Allah yabarak. jusqu'à ce jour. Allah yabarak. Donc, j'ai donné plus que 900 flacons. Très bien. Alors maintenant, il y a l'enfant de ma fille qu'elle souffre avec ses presque maladies. Et à chaque fois que je donne ma carte pour qu'elle doive changer le sang, les gens parfois refusent éventuellement de donner la carte et refusent de donner le sang. Alors, est-ce que justement, par rapport, aujourd'hui, on parle justement des répercussions des écrans sur les enfants, sur les adultes, sur la famille en général. Est-ce que justement sa maladie est en lien avec une exposition aux écrans? Non, si, parce que ça va avec, parce que si aujourd'hui on donne notre sang et notre bien, et on ne reçoit pas à côté du côté des donneurs. Oui, je crois que ça s'est coupé. Donc, on a justement prévu une émission dans ce sens-là par rapport aux dons du sang, mais aujourd'hui on parle plus de l'exposition aux écrans et des dangers de l'exposition aux écrans sur les enfants, sur les adultes aussi, Parce que les adultes sur les sont touchés. adolescents. Tout le monde est touché. Exactement, tout le monde est touché. Les adolescents, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais Justement. les adolescents aussi, par exemple, maintenant c'est la période du BEM. Il faut qu'ils se déconnectent des écrans. Il faut qu'ils se déconnectent des écrans, mais avant ça, c'était la période des révisions. Et il y a pas mal de révisions sur YouTube. Il y a des applications aussi pour réviser. Est-ce que c'est vraiment utile de réviser sur un écran? Est-ce que ça peut apporter quelque En chose? fait, la révision sur des écrans, c'est... Non, Non. directement. Parce que, pourquoi? De nos jours, il y a des parents qui disent que mon enfant, il a appris des lettres, il a appris On a des l'impression qu'on chiffres, apprend etc. beaucoup plus en regardant un enfant. Oui. Quand un enfant, justement, apprend l'alphabet avec une chanson sur une tablette ou par le téléphone, que c'est l'alphabet ou une chanson, et on est étonné, il a appris rapidement, oui, parce qu'il écoute la chanson toute la journée. Il a appris une nouvelle langue. Alors que non, alors que c'est faux. L'enfant, il n'a pas appris des lettres, il n'a pas acquis.
D'accord. Voilà. Il est en train de répéter. Si on change par exemple le mode, soit quelque chose, soit les couleurs, soit je sais pas, donc l'enfant il va pas reconnaître ces chiffres et ces lettres-là. D'accord. Donc c'est là qu'on va se mettre en cause, en problématique. Donc c'est déconseillé. Donc même les révisions aujourd'hui, Oui, quand c'est on décon- voit des jeunes réviser sur des applications pour répondre à des questions... Il ou, faut savoir que les le réseau YouTube. social qui est très connu Oui. chez les ados, c'est TikTok. Oui. TikTok, il Bon, a c'est pas fait inventé. pour réviser non plus. Mais TikTok en Chine n'existe pas. C'est les Chinois qui l'ont inventé, il n'existe pas, c'est Douyin. C'est une version, dans 80% des vidéos, c'est des vidéos éducatives. C'est pour de la chimie et ils doivent noter. Ils doivent de la chimie, des maths, Mais leur justement, langue. est-ce que quand il y a éducative, est-ce que ça sert? À partir d'un certain âge. D'accord. À partir de quel âge? 15 ans. D'accord. 15 ans, on peut savoir utiliser, pendant les 15 années, on a appris à utiliser les écrans. D'accord. Mais si TikTok, qui douilline en Chine, je finis là-dessus, 80% c'est éducatif entre guillemets. On apprend toujours avec des gens et avec un vrai livre. 20% c'est pour la culture chinoise, l'opéra chinois, les arts martiaux chinois. Donc 100% c'est pour apprendre des choses. On peut utiliser les écrans à partir d'un certain âge pour apprendre, à partir d'un certain âge pour apprendre certaines choses. Mais avant, non. Parce que quand on lit, on prend un livre. On fait développer tous les sens de la vue. Je prends, je sens, il y a des couleurs, je sais où est le début, je sais où est la fin. Mais quand je fais ça avec un doigt et je ne vois On est pas, vite perdu. il est où le début, elle est où la fin, ça ne va pas dans le cerveau. C'est limité à 45 minutes en Chine. D'accord. De 8h, je crois, jusqu'à 18h. Ça s'arrête automatiquement. Nous, ici, à quoi ça sert TikTok? C'est une catastrophe. Donc, il y a urgence dans la demeure. Pour les réseaux sociaux chez les enfants, d'ailleurs, on a fait beaucoup de choses en France. Donc, c'est arrivé à Macron, président Macron, qui a mis en place une équipe avec professeur Benyamina, qui est algérien, qui présidait cette commission. Ils ont remis un rapport dont notre collectif a été auditionné. Ils ont écouté 50 experts et 100 enfants. Eh bien, je vous invite à lire ce rapport-là par rapport aux études. Il est extraordinaire, ce rapport-là. Il ne prend pas assez en compte les écrans et les ampoules LED. Donc, s'il vous plaît, les jeunes qui révisent, oubliez les smartphones. Concentrez-vous pour bien manger, bien dormir. Éteignez la lumière le soir. Brossez-vous les dents. C'est très, très important d'avoir la tenue prête pour l'examen. Dormez là. Vous n'avez plus rien à faire. Dormez. Ne vous foncez pas dans les révisions sur les écrans. Ça va vous perturber. Et quand on parle aussi d'addiction au téléphone, ce n'est pas que l'addiction à l'objet téléphone, c'est aussi au contenu. Parce que le contenu est fait de façon à ce qu'il nous attire encore plus. Captation de l'attention. Exactement. Ce qui fait qu'on a envie de scroller. C'est les courtes vidéos, que ce soit sur TikTok, Instagram, même YouTube, s'y est mis justement pendant la période du Covid où tout le monde était enfermé. C'était pour nous enfermer encore plus. Et c'est calculé depuis plus de 100 ans par un homme, je veux conclure là-dessus. Oui. Édouard Bernays, qui était le double neveu de Freud, qui a fait entrer les États-Unis en guerre, qui a fait fumer les femmes, qui leur a donné de la bière à boire, etc. Et son frère, Édouard Bernays, est le grand-père du cofondateur de Netflix. Pas de marque. Non, pas de marque, mais il faut que vous sachiez qu'on est bien manipulé depuis très longtemps par les Occidentaux. On veut une Algérie saine, on veut une Afrique saine, on veut qu'on ait des écrans pour servir, pas pour abrutir. D'accord. Donc, on peut utiliser les écrans avec les adolescents pour essayer de lui faire apprendre certaines informations. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, il faudra qu'il note quand il voit des choses. Il faut qu'il puisse le limiter, pas à n'importe quelle heure, avec des filtres lumière bleue et qui bloquent toutes les notifications. Parce que quand il est sur l'ordinateur, il y a beaucoup de notifications qui viennent et ça perturbe son attention. Il y a une économie qui est très puissante. Ce sont les plus gros lobbies qui sont derrière, qui captent l'attention des enfants. Et si on capte l'attention des enfants, je suis désolé, le mode par défaut, il n'arrive pas à se développer. Très bien. Merci, Monsieur Karim Naït Medjani. Merci à vous. Vous êtes à l'initiative de la création de l'association PERPA. Le début, c'est le 22 juin, c'est à Chemini. À Béjaïa, la maison de la culture. Plus exactement, à Chemini. Voilà. Là, le local de l'association, il sera à Berkout, dans mon village, à Sourkoufla, Chemini. Mais l'assemblée générale, ça sera à la maison de la culture le 22 juin. Samedi 22 juin, à la Maison de la Culture de Béjaïa. Et Monsieur Amir Zakaria, vous êtes orthophoniste, praticien, directeur du centre psychopédagogique des enfants à besoins spécifiques et des autistes à Ghardaya. Merci pour votre participation et tous les éclairages. Et merci pour le fait d'avoir fait le trajet de Ghardaya jusqu'à Alger. Ça fait plaisir merci à vous. de nous avoir invités. Donc on fait parmi les recommandations, donc toujours maintenant on dit qu'il faut faire la différence entre les autistes et les enfants surexposés aux écrans. Aussi, il faut revenir un peu à l'époque, à l'utilisation des outils de l'époque. Aussi, de nos jours, il faut rester plus de temps avec nos enfants.
Exactement. Voilà. Merci à vous pour votre participation. Karim Pensée épigénétique Épigénétique sur Facebook. Karim Pensée et eux, vous allez voir tout ce qu'on va proposer ici dans Algérie. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Sinon, vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, bien sûr. Pour les adultes, on va dire comme ça, vous vous informez, vous vous sensibilisez sur Canal Algérie, que ce soit sur YouTube ou Facebook, et on vous redonnera justement les liens qu'il faut pour justement participer à cette association, à ces événements et être plus conscient de ce qui nous entoure. Bonne journée à vous avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. On se retrouve dès demain, 10h30 en direct. Au revoir.